On a tous plus ou moins l'impression de connaître l'Odyssée. Si je vous dis le Cyclope, les sirènes, Circé, un homme qui tente de retrouver sa patrie 20 ans après son départ et qui se retrouve aéré pendant une décennie avant de rentrer chez lui. Il a passé 10 ans à se battre à Troie, à inventer la célèbre ruse du cheval de Troie. Bref, tout ça, ça fait partie de notre imaginaire collectif. Et même sans avoir lu le livre, c'est des épisodes qu'on connaît ou qu'on a déjà entendus. Sauf que voilà, vous savez peut-être qu'il y a un nouveau film qui va sortir de Christopher Nolan. Ça fait un peu polémique, mais bon, le but ici, c'est pas de parler de ça, mais plutôt de revenir au texte d'Homère et pourquoi pas de vous donner envie de le lire. En réalité, en voyant que le film allait sortir, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me replonger dans ce texte? Et je me suis rendu compte en fait que l'image que je me faisais du texte était complètement erronée. Même si je connaissais ces différents éléments, en fait, au point de vue de la vue d'ensemble, j'étais à côté de la plaque. Parce qu'en réalité, l'Odyssée est construite d'une manière assez surprenante. Parce que les épisodes les plus célèbres, parfois, n'occupent que quelques vers du texte, n'arrivent pas du tout quand on les attend, et au contraire, d'autres épisodes beaucoup moins connus occupent bien plus de pages. Le récit d'Homère raconte son histoire d'une façon qui est étonnamment moderne. Alors dans cette vidéo, je vais bien évidemment vous raconter l'Odyssée, mais je vais aussi essayer de vous montrer la vraie structure du texte. Parce qu'au fond, si on est nombreux et nombreuses à connaître les mythes et l'histoire d'Ulysse, on connaît souvent moins le vrai texte d'Homère. Bon déjà, l'Odyssée est souvent combinée à un autre livre, l'Iliade. C'est un texte qui se focalise sur quelques semaines de la guerre de Troie et notamment autour de la colère d'Achille. L'Odyssée, de son côté, s'intéresse à ce qui vient après, le retour d'Ulysse. 10 ans ont passé depuis la chute de Troie. La plupart des héros grecs sont soit morts, soit rentrés chez eux depuis un bon moment, mais il y a un héros qui lui vogue encore sur les mers et encore loin d'Ithaque, c'est Ulysse. On va passer une explication plus précise d'ici une petite minute, mais il y a quand même un mystère dont il faut qu'on parle, celui de l'auteur, Homère. En réalité, on ne sait presque rien de sa vie et certains chercheurs doutent même de son existence. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la question homérique. L'Iliade et l'Odyssée sont-elles l'œuvre d'un seul auteur, peut-être aussi d'un collectif, ou simplement le fruit d'une longue tradition orale mise à l'écrit? Les spécialistes débattent encore de cette question, nous, on va pas en parler plus ici. Vous pourrez retrouver bien d'autres vidéos sur le sujet. Nous, on va se concentrer sur le texte qui a eu un impact immense sur la littérature mondiale. Derrière ce texte qui a déjà près de 3 millénaires, il y a déjà une manière de raconter et aussi des thématiques qui, elles, sont intemporelles et qu'on a cessé de réutiliser à travers l'histoire littéraire. Bon, maintenant il est temps qu'on parle du contenu du livre. Si je vous demande de me raconter l'Odyssée, je suis à peu près certain que vous allez commencer en me citant son héros, Ulysse. En réalité, ça se comprend, c'est son histoire et on attend presque à le retrouver dès la première page. Sauf que non, Homère fait exactement l'inverse. C'est pas du côté de Troie ou de la mer qu'on commence, mais de celui d'Ithaque. Et que ce soit pour son peuple ou pour nous lecteurs, Ulysse est absent et on ne sait pas s'il est encore vivant. À sa place, on rencontre son fils Télémaque qui agrandit son père. Il doit constamment défendre sa mère, Pénélope, contre des prétendants qui se sont installés dans le palais et qui cherchent à convaincre d'épouser l'un d'entre eux. C'est alors qu'on a une première intervention divine. Athéna apparaît et convainc Télémaque de partir sur les traces de son père. Autrement dit, pendant plusieurs chants, dans un livre moderne on dirait un chapitre, l'Odyssée commence par raconter l'histoire d'un royaume qui attend son roi sans savoir s'il est encore vivant. Et très rapidement, dans le deuxième chant, on trouve un épisode extrêmement célèbre du livre, celui de la fameuse toile de Pénélope. Vous connaissez sûrement cette histoire. Elle promet au prétendant qu'elle va se trouver un nouvel époux une fois qu'elle aura terminé de tisser un linceul pour le père d'Ulysse. Le jour, elle tisse, mais la nuit, elle défait secrètement son ouvrage pour retarder le moment où elle devra se trouver un nouveau mari. Et peut-être bien que cet épisode vous parle tant il est connu, sauf que voilà, dans ce texte, il est raconté en seulement quelques vers. C'est typiquement un exemple du décalage entre le mythe qu'on a souvent en tête et ce que raconte réellement Homère. Mais finalement, si on en revient au texte, cette longue attente des personnages devient aussi celle des lecteurs. Comme Télémaque, Pénélope ou le reste du royaume d'Ithaque, on attend le moment où Ulysse va enfin faire son entrée en scène. Et ça va seulement arriver après 90 pages, donc oui, on l'aura attendu, notre héros. Donc, pour la structure générale, on a affaire à un texte qui est divisé en 3 mouvements. Ce premier qui commence avec l'absence d'Ulysse. On a une quarantaine de jours seulement en fait avant le retour du héros à Ithaque. On y découvre donc un royaume sans roi, les prétendants qui essayent de prendre la place de ce héros qui est parti 20 ans auparavant, Pénélope qui tente de gagner du temps, Athéna qui pousse Télémaque à partir de l'île pour rechercher des informations sur son père, et surtout en parlant de Télémaque, c'est aussi le récit d'un fils qui n'a jamais vraiment connu son père, qui a grandi sans lui. Donc en réalité, l'Odyssée commence par parler des conséquences de l'absence d'un roi, et pas juste de son retour. Mais alors on arrive au deuxième mouvement, et c'est là qu'Ulysse apparaît.
On apprend qu'il a échoué sur l'île des Phaéciens, où il est invité à un banquet où personne ne connaît vraiment son identité. Pendant cette soirée, un Aède commence à chanter le récit des héros de Troie. En l'écoutant, Ulysse ne peut pas retenir ses larmes. Et le roi qui l'accueille, Alkinoos, est intrigué par cette réaction. Il va alors demander à son invité qui il est réellement. Et c'est seulement à ce moment-là que Ulysse prend la parole et que nous, on a le droit de lire son périple. C'est donc le début d'une suite de chants où Ulysse va raconter lui-même tout ce qui lui est arrivé depuis son départ de Troie. Tout d'abord, sa rencontre avec le cyclope Polyphème, qui l'aveugle pour ensuite s'échapper avec ses compagnons, le courroux de Poséidon qui s'abat sur lui, son séjour chez Circé qui transforme ses hommes en porcs, le chant envoûtant des sirènes, le passage marqué aussi chez Éole qui lui permet de revenir presque à Ithaque avant de retourner par les mauvais vents, le passage entre Scylla et Charybde, sa descente aux enfers où il rencontre les morts et consulte le devin Tirésias, donc de manière générale, les nombreuses épreuves qui déciment peu à peu son équipage jusqu'à ce qu'il se retrouve seul sur l'île de Calypso. Et c'est justement toutes ces aventures-là qui ont traversé les siècles et que l'on retrouve dans de nombreuses adaptations. Des romans, des films, des bandes dessinées consacrées à Ulysse. Moi je vais pas en parler plus que ça. Nous ce qui nous intéresse c'est pas tant de raconter précisément ces épisodes, mais c'est plutôt de les analyser. En réalité, tout cela est raconté a posteriori par la personne qui les a vécus. On n'a pas un narrateur omniscient qui suivrait en temps réel toutes ces étapes. Quelles que soient les épreuves, on sait d'emblée qu'Ulysse y a réchappé et que tous ces hommes ont trouvé la mort. Toutes ces aventures appartiennent déjà au passé, racontées avec ses propres mots. Et quand Ulysse termine son récit, il reste encore 210 pages, soit presque encore la moitié du récit. Et c'est alors que commence le troisième et dernier mouvement, le retour d'Ulysse à Ithaque. Et là encore, c'est une partie qu'on résume très souvent en quelques phrases, alors qu'elle occupe quand même tout ça dans le texte. Ici, les monstres disparaissent presque entièrement. Il n'y a plus de créatures magiques, le but est plus de survivre à la mer, au retour, mais plutôt de retrouver sa place parmi les siens. Donc les Phaéciens ramènent Ulysse endormi chez lui, il va ensuite lentement réaliser qu'il est enfin rentré à Ithaque, il va ensuite rencontrer son fils Télémaque qui va tout lui raconter, et c'est là que les deux préparent minutieusement leur vengeance. Grâce à Athéna, il va retourner à son palais sous les traits d'un vieux mendiant pour observer ceux qui lui sont restés fidèles et ceux qui l'ont trahi. Il va même cacher son identité à sa femme, Pénélope, pour s'assurer que la vengeance se passe comme il le désire. Vient alors, après près de 100 pages, une célèbre épreuve, le concours de l'arc. Pénélope va annoncer au prétendant qu'elle épousera celui qui sera capable de bonder l'arc d'Ulysse et à faire passer une flèche à travers 12 haches alignées. Bien sûr, aucun prétendant n'en est capable et c'est là qu'un vieux mendiant arrive et demande à tenter sa chance. Tout le monde se moque de lui, mais lui, il va parvenir à bander l'arc sans aucune difficulté et il va réussir l'épreuve. C'est là qu'il va révéler son identité et que commence le massacre des prétendants. C'est une scène d'une violence sans précédent dans le récit. Après près de 20 ans d'humiliation, Ulysse va se déchaîner sur tous ceux qui lui ont été infidèles. Et si le massacre est aussi efficace, c'est parce qu'ils ont pris le soin de cacher les armes des prétendants bien loin pour qu'ils ne puissent pas se défendre. Et quand finalement il ne reste plus de prétendants, Ulysse se révèle à Pénélope, qui refuse d'abord de croire qu'il s'agit de son mari. Elle le met à l'épreuve en lui disant qu'on a déplacé son lit nuptial. Mais Ulysse est le seul à savoir que ce lit a été construit par lui-même dans le tronc d'un olivier vivant. Il est donc impossible à déplacer. En s'indignant, le héros prouve son identité, et c'est enfin là que Pénélope le reconnaît. Après tous les monstres, les tempêtes, les interventions divines, c'est bel et bien un simple souvenir partagé qui permet réellement à Ulysse de retrouver sa place. Bon, vous avez maintenant un aperçu général de l'Odyssée que vous ne réduirez plus aux cyclopes ou aux sirènes. Même si ces épisodes sont exceptionnels, ils occupent en réalité une place minime dans le texte. Et pour se rendre compte de tout ça, il n'y a rien de mieux que de lire le texte d'Homère. Mais avant de vous lancer dans votre lecture, j'ai encore envie de vous partager 2-3 choses qui ont marqué ma lecture et qui m'ont souvent étonné. Tout d'abord, il y a la place des dieux dans l'Odyssée. J'avais en tête qu'ils étaient des simples personnages un peu secondaires, toujours présents mais en toile de fond. Sauf qu'en réalité, c'est clairement eux qui dictent le rythme au texte. Athéna est celle qui protège Ulysse et qui intervient régulièrement pour guider Télémaque. Poséidon fait tout pour empêcher le héros de rentrer à Ithaque. En réalité, c'est parce qu'il est furieux contre Ulysse qui a aveuglé son fils, le cyclope Polyphème. Comme autres dieux, on pourrait citer Hadès ou Hermès, qui interviennent parfois, et Zeus, qui semble jouer une sorte de rôle d'arbitre entre les différentes divinités. Donc comme l'Iliade, qui est un texte qui raconte aussi les querelles entre les dieux, l'Odyssée, c'est le sort d'un homme qui est pris dans les rivalités de ces mêmes dieux. Le voyage et le retour d'Ulysse étant humain que divin. Ensuite, une autre chose qui m'a surprise, c'est le rythme du texte. Homère répète régulièrement certaines formules, et les personnages sont d'ailleurs souvent accompagnés par les mêmes épithètes. Ulysse aux 1000 ruses, Athéna aux yeux pères, l'aurore aux doigts de rose. Et certaines scènes reviennent également selon une structure similaire.
Aujourd'hui, ça peut parfois donner une impression de répétition, mais ces formules ont une fonction essentielle. L'Odyssée est issue d'une tradition orale bien avant d'être fixée par écrit. Les Aèdes qui récitaient ce texte s'appuyaient justement sur ces répétitions, sur ces formulations. D'une part pour soutenir leur mémoire, mais d'autre part aussi pour donner un rythme au texte et aussi une certaine musicalité. Ce qui peut nous sembler répétitif fait partie intégrante de l'expérience d'écoute. Enfin, et un dernier point que je trouve important si vous décidez un jour de lire l'Odyssée, c'est la traduction. Le texte original est en grec ancien, un langage que je suis absolument incapable de lire, et chaque traduction est, dans un certain sens, une nouvelle interprétation du poème. Il y en a certaines qui privilégient une langue et un rythme très proches de l'original, et d'autres qui cherchent davantage de fluidité, une expérience plus agréable pour des lecteurs contemporains. Bref, pour cette vidéo, je me suis basé sur 7 traductions publiées chez Actes Sud, mais il en existe bien d'autres. Je vous mets quelques recommandations en description pour vous orienter en fonction de ce que vous préférez. En réalité, si j'avais voulu vous résumer l'Odyssée, cette vidéo aurait pu durer quelques courtes minutes. J'aurais aussi simplement pu vous recommander un film, une bande dessinée ou autre. Mais ce qui m'intéressait surtout ici, plus que le contenu, c'était vraiment le texte d'Homère. Sa structure, c'est sûrement ce qui m'a le plus étonné, aussi pour redonner leur poids narratif aux différents épisodes. C'est une œuvre bien plus ambitieuse qu'un simple récit de voyage, une œuvre qui commence avec l'absence de son héros, qui nous fait patienter près de 100 pages avant d'enfin lui donner la parole, comme ceux qui partent à sa recherche, on ne sait pas au début s'il est encore vivant ou non. Plus de la moitié du texte se déroule aussi après son retour sur ces terres, la construction paraît étonnamment moderne, et les personnages, malgré leurs exploits, nous semblent quand même profondément humains et incohérent. Bref, lisez l'Odyssée d'Homère si ça vous intéresse. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais vous proposer prochainement d'autres vidéos un peu du même style, consacrées à des œuvres qui ont marqué l'histoire de la littérature, et parfois dont on a une image erronée. Le but, ce sera de les redécouvrir ensemble, sous un angle un peu différent. Et si vous préférez un format plus immersif, je crée également des épisodes de podcast chaque mois, ça s'appelle Brume littéraire. Dans chaque épisode, je vous raconte et j'analyse un grand classique de la littérature. Vous pouvez les retrouver ici sur YouTube, mais bien évidemment aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous mets aussi tous les liens en description. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour découvrir une nouvelle œuvre.